Reprise de l'audience. La parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Mais avant cela, la parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Je voudrais vous donner les dernières informations sur une question abordée plus tôt. L'original du document dont nous avons parlé a été retrouvé. C'est à strictement parler un document confidentiel. Est-ce que vous nous autorisez à remettre ce document plus tard au témoin ? Le président, vous y êtes autorisé. Le coprocureur, merci. Le président. À présent, la parole donnée à la défense de Khieu Samphan pour la suite de l'interrogatoire. Maître, qu'en est-il de la répartition du temps d'interrogatoire? Je vous prie d'en tenir compte. La défense de M. Khieu Samphan. Merci. Monsieur le témoin, avant la pause, je vous ai posé une question sur M. Khieu Samphan accompagnant Samdech Eo à la campagne. Ma question est la suivante. Quand vous l'avez vu à l'époque, est-ce que M. Khieu Samphan était en train de se déplacer ou bien est-ce qu'il assistait à une activité à laquelle vous étiez présent? Réponse. D'après mes souvenirs, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai rencontré par hasard. Pendant une période de 3 ans, sous les Khmers rouges, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu dans un véhicule et je l'ai reconnu. J'ai su que c'était M. Khieu Samphan. Et cela a été confirmé par mes collègues. Nous étions en effet un groupe de photographes et nous prenions des photos aux alentours de Phnom Penh. J'ignorais ce que faisait Khieu Samphan à l'époque, mais on m'a chargé de prendre quelques photos supplémentaires. Devant être publié avec un texte. Et je l'ai rencontré par hasard. Je ne savais pas où il allait, ni ce qu'il faisait. Je n'ai pas vu son visage et je ne sais pas où il allait. La défense. Merci. Je vais répéter la question dans l'espoir d'obtenir des précisions. Est-ce que vous l'avez vu alors qu'il se déplaçait à bord d'un véhicule ou bien est-ce qu'il se trouvait dans un véhicule garé quand vous l'avez vu? Réponse, il était dans un véhicule en mouvement. En général, quand les hauts dirigeants allaient quelque part, ils y allaient en convoi, escortés par des gardes du corps. Question.
Vous souvenez-vous de l'endroit où vous l'avez vu? Réponse. À ce moment-là, je m'étais rendu dans les alentours de Phnom Penh, mais je ne sais plus bien à quel endroit c'était. Cela dit, je suis sûr que c'était en bordure de Phnom Penh, dans la campagne. Cela remonte à très longtemps, à plus de 20 ans. Je ne m'en souviens pas très bien. Question. Vous dites donc l'avoir vu en bordure de Phnom Penh. Est-ce exact? Veuillez répéter votre réponse, le micro n'était pas allumé. Le témoin. Effectivement. Question. Concernant Somdek Eo. Saviez-vous quelles étaient ses fonctions et quel était son statut à l'époque? Réponse. Quand j'étais à Phnom Penh, j'ai appris qu'il était le présidium de l'État du PCK. Question. Qu'en est-il de l'autorité qu'il exerçait? Est-ce que l'ancien roi exerçait un quelconque pouvoir à votre connaissance? Réponse. Je n'ai rien remarqué de particulier, je n'ai pas analysé ses fonctions ni son rôle, je ne savais pas bien s'il exerçait un quelconque pouvoir, mais je pense qu'il n'était pas différent de Khieu Samphan en ce qui concerne son autorité. Question. Pourriez-vous préciser? Qu'entendez-vous par là lorsque vous parlez du pouvoir du roi? Réponse. Ce que j'ai dit, c'est que sur le plan de l'autorité, le roi avait aussi peu de pouvoir que Khieu Samphan. Je pense donc qu'il n'avait pas de pouvoir au même titre que M. Khieu Samphan. Question. Mais comment avez-vous appris que Khieu Samphan avait succédé à Norodom Sihanouk au présidium de l'État? Réponse. Je l'ai appris par hasard également. Je l'ai appris quand je travaillais au bureau S27. J'ai appris ça dans des documents imprimés en langue étrangère. J'ignorais si le roi avait démissionné ou non. J'ai juste appris cela par un tract qui avait été imprimé au bureau S27. C'est dans ce document-là que je l'ai appris. Cette information n'a pas été diffusée. Cela ne m'a pas été annoncé. J'ai appris cela par moi-même. Et à l'époque, d'après mon analyse, je me suis dit que le roi avait vraiment démissionné. Et c'était possible que M. Khieu Samphan lui ait succédé. Question.
Pour ce qui est de la succession de Norodom Sihanouk et de Khieu Samphan, à votre connaissance, des gens ont-ils été nommés à une position quelconque au cours de cette période? Réponse. On ne m'a pas annoncé que Khieu Samphan avait été nommé, c'est par hasard que je l'ai appris alors que je travaillais au bureau. Question. À votre connaissance, est-ce que Khieu Samphan a donné des instructions à des cadres au cours de cette période? Réponse. Je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Mais d'après mon analyse de la personnalité de M. Khieu Samphan, je peux dire qu'alors que je vivais avec lui, il n'a jamais donné d'ordre il n'a jamais donné des instructions ayant un effet négatif sur le moral des forces. Ça, c'était mon hypothèse, ma supposition. Je me disais que Khieu Samphan n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit de mal. Question. Pour ce qui est des promotions, des transferts, des sanctions disciplinaires pouvant être imposées à des membres du PCK, avez-vous jamais eu connaissance de décisions ayant été prises par Khieu Samphan? Réponse. Je pense que Tok Run, qui était secrétaire d'État auprès du ministère de l'Information, du PCK, et qui aujourd'hui n'est plus en vie, m'a parlé des allégations pesant contre lui durant la période du PCK. Il a dit que par hasard, Khieu Samphan avait eu vent de ces allégations et qu'il avait essayé de le sauver alors qu'il était à Kampong Saum. Mais c'était des balivernes, en réalité, ce qu'il m'a raconté. Question. Pouvez-vous apporter quelques précisions? Vous dites que quelqu'un vous a raconté une histoire et cette histoire est liée à la question suivante, laquelle porte sur les sanctions disciplinaires qu'aurait pu imposer M. Khieu Samphan en tant que président du présidium de l'État, et ce, visant ses subordonnés. Réponse. Je vais prendre un exemple. D'après mon analyse, j'ai constaté que Khieu Samphan n'avait pas de pouvoir à l'époque. Je parlais de Tok Run et non pas de Chok Run, comme vous l'avez dit à tort. Tok Run, c'était un révolutionnaire. Durant la période du PCK, il était chargé de travailler à Kampong Saum. Par la suite, il a été arrêté. Par hasard, Khieu Samphan en aurait eu vent et il aurait aidé à le sauver.
Et cette histoire m'a amené à m'interroger sur le point de savoir si que Sampan avait du pouvoir ou non. En tant qu'individu dépourvu d'autorité, il n'aurait jamais pu sauver quelqu'un. Car s'il avait pu sauver cette personne, ça aurait voulu dire qu'il avait un certain pouvoir. Question. Merci pour ce rectificatif. Je passe à une autre question. En vue d'obtenir des éclaircissements, vous avez dit que M. Toikrön vous a dit que M. Kesampan avait essayé de le sauver. D'après vos souvenirs, quels sont les problèmes qu'a connus cette personne et qui ont nécessité l'aide de M. Kesampan? Réponse. Je pense que les gens de Kompong Som ont été accusés d'avoir commis certaines fautes. Question. Je passe à un autre thème. Il s'agit de votre travail de photographe chargé d'aller dans les campagnes prendre des photos. Vous avez parlé des Khmers blancs qui ont semé le chaos sous le régime des Khmers rouges. Vous avez aussi parlé des anciennes bases du PCK. D'après ce que vous dites, Monsieur Kepok ne vous a pas autorisé à aller y recueillir des informations parce que cette zone avait été saisie par les Khmers blancs. Et le coprocureur vous avait interrompu. Vous n'aviez pas pu achever votre récit. Ma question est à présent la suivante. Quelle impression vous a fait le mouvement des Khmers blancs? Réponse. Il faut faire une distinction. Pendant la période de guerre qui a duré 5 ans, j'étais à B20. J'ai entendu les bruits que faisaient les bombes qui étaient larguées, j'ai entendu des coups de feu. Pendant cette période, j'ai reçu des informations indirectes. Je n'ai jamais eu d'informations directes à ce sujet. Tout ce que j'ai entendu, c'est que nous n'étions pas autorisés à nous rendre à l'endroit de l'ancienne base, à Bongloea, près de la rivière Chinit, au motif que cet endroit se trouvait à proximité de Kompong Cham. Moi, je voulais y aller pour voir si les gens pouvaient retourner y vivre après la guerre. En effet, c'était à cet endroit que j'avais vécu auparavant. Je me suis adressé au chef de la zone nord en lui demandant l'autorisation d'y aller, en vue de vérifier certaines informations, mais j'ai été bloqué car on a dit qu'il y avait là-bas des Khmers blancs qui m'empêcheraient d'y aller. Question. Monsieur Komwon, c'était ma dernière question. J'en ai terminé. Merci beaucoup. À présent, je laisse la parole à ma consoeur. Le président. Merci. Maître, je vous en prie.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Kim Woon. Je m'appelle Anta Guissé, je suis co-avocat international de Monsieur Kyo Sampan et je vais vous poser quelques petites questions de précision après mon confrère. Je vous rappelle qu'il est important de ne répondre que lorsque votre micro est allumé. Ma première question, lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau du co-juge d'instruction le 25 juillet 2009, il s'agit du document E3/380 ERN français 00 48 5 4 2 9 ERN Khmer 00 3 5 7 1 9 6 ERN anglais 00 3 6 5 6 4 1. La première question que vous posent les enquêteurs dans ce document est de savoir quand vous êtes entré dans la Révolution et vous leur répondez que votre père était un fonctionnaire khmer Isarak, pro-Samdech Sihanouk. Ma question est de savoir si ce fait-là, que votre père était fonctionnaire pro-Sihanouk, a contribué à votre engagement auprès du front. Il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont amené à m'allier à la révolution. À l'époque, le Cambodge était dans une situation difficile. Si l'on regardait vers le ciel, on voyait passer des avions. Il y avait aussi des combattants qui étaient des soldats d'infanterie. Il y avait toutes sortes d'avions que nous voyions. Il y avait des avions américains. Dans mon village, des membres de ma famille sont morts à cause des bombardements aériens. Cela nous a beaucoup fait souffrir. Et nous avons soutenu l'ancien roi. Moi-même, ma famille, les gens de mon village, nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous voulions la paix. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a eu une déclaration diffusée à la radio. Même s'il y avait peu de postes radio, nous écoutions les émissions venant de Pékin et nous écoutions aussi Voice of America. Nous devions écouter les émissions radio. En écoutant la radio, je me suis pris d'affection pour l'ancien roi. Nous avons entendu l'appel du roi visant à ce que les gens prennent le maquis. Il y était question de manifestants, de la façon dont ils étaient traités. Ils avaient été abattus par balles à Chroy Changwar. On parlait des mauvais traitements imposés, notamment dans la province de Kampot. Et nous avons aussi constaté que des gens étaient déplacés. Tout d'abord, nous nous sommes alliés aux troupes vietnamiennes de Hanoï pour participer aux manifestations. Je vous raconte tout cela pour vous donner une bonne idée du contexte général qui a fait que j'ai été amené
à me joindre à la Révolution. Nous étions loyaux envers le roi, nous le soutenions. Mes frères aînés, eux aussi, étaient d'accord pour dire que nous devions tout faire pour que le roi devienne président et reprenne le pouvoir. Nous voulions aussi que Kyosampan, Hunim et Huyon dirigent ce mouvement. Je suis un orphelin et cela m'a fait beaucoup de mal que d'abandonner ma mère pour rejoindre la Révolution. Je suis désolée, monsieur le témoin, d'avoir ravivé des souvenirs douloureux, mais comme vous le comprenez, il s'agit d'éclairer la chambre. Je vous laisse un moment pour récupérer. Vous me direz quand vous êtes prêt à répondre aux questions suivantes. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en état de poursuivre ? Non. Le président, Monsieur Kem Won, pensez-vous être en mesure de répondre à quelques autres questions? Le témoin, oui, Monsieur le Président, je pourrais répondre à d'autres questions. Le Président, Maître, je vous en prie. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je poursuis donc. Tout à l'heure, en répondant à mon confrère, vous avez indiqué que la période au cours de laquelle vous avez rencontré monsieur Kyosampan dans le maquis, c'était au cours de l'année 71. Et vous aviez précisé, répondant à une question de monsieur le coprocureur, qu'à cette époque-là, vous aviez vu monsieur Kyosampan apporter de la nourriture au niveau de l'imprimerie dans laquelle vous travaillez. Ma première question, est-ce que vous saviez quelle fonction occupait à l'époque monsieur Kyosampan au sein du front? Vous allez bien, monsieur le témoin? Oui, je peux poursuivre. Est-ce que vous voulez que je repose ma question ou vous l'avez en tête? Je vais la reposer. Je vous demandais donc, monsieur le témoin, si en 1971, lorsque vous aviez vu monsieur Kyosampan dans le maquis, si vous saviez quelle fonction il occupait au sein du front. À ce moment-là, d'après ce que j'avais compris, il a occupé une fonction sous le prince Norodom Sihanouk. Il avait donc un rôle de dirigeant, c'est-à-dire il devait diriger
le peuple dans la lutte. C'est ainsi que je l'ai compris. Est-ce que pendant votre période dans le maquis, il vous est souvent arrivé de voir des dirigeants, en tout cas des personnes ayant des fonctions au sein du front, apporter de la nourriture au niveau de votre section? Comme je l'ai indiqué précédemment, oui. C'était le cas. Il y avait des messagers qui apportaient des légumes et d'autres formes de nourriture. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème de traduction, donc je vais reprendre. Vous venez de m'indiquer qu'il y avait des messagers qui apportaient de la nourriture et des vivres, et vous aviez indiqué, répondant à une question de monsieur le coprocureur, que Sampan était venu vous apporter de la nourriture du côté de l'imprimerie dans laquelle vous travaillez. Monsieur Sampan n'étant pas un messager, est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il était fréquent que des personnes autres que des messagers apportent des vivres et de la nourriture? Comme je l'ai indiqué, les dirigeants nous motivaient pour le travail et généralement, ils apportaient avec eux des ravitaillements de nourriture ainsi que des douceurs. Et quand je dis douceur, ce n'était rien d'autre que des bananes plantées à Bévin. Normalement, lorsqu'ils nous rendaient visite, ils apportaient des bananes. Mais généralement, les ravitaillements de nourriture étaient apportés avec de la nourriture. Et M. Sampan, lorsqu'il se rendait à l'imprimerie, j'ai observé que quand il venait à l'imprimerie, il était accompagné d'un messager. À ce moment-là, nous voyions en tant que frères et sœurs une personne qui était notre supérieur, était appelé frère. Il nous apportait de la nourriture. À part lui, le messager nous en apportait aussi. Je vous remercie de cette précision. Et puisque nous en sommes à parler de messagers, vous avez évoqué un petit peu plus tôt dans votre déposition devant la Chambre que c'était par l'intermédiaire en général de messagers que vous receviez les déclarations de dirigeants à imprimer. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains de ces messagers? Ils étaient plutôt nombreux. Parfois c'était Son qui apportait de la nourriture, Son, Tui, Tip, ainsi que plusieurs autres personnes. Ils provenaient de minorités ethniques. Ils travaillaient en tant que messagers, je ne me souviens pas de tous. Et savez-vous s'il y avait des messagers qui étaient spécialement attitrés au transport des déclarations
ou des courriers. La responsabilité principale des messagers était de transporter des messagers provenant des dirigeants et des supérieurs et de nous les transmettre. La plupart du temps, lorsqu'ils arrivaient avec des documents ou des courriers, ils nous apportaient de la nourriture en même temps, puisque nous ne pouvions pas nous déplacer et nous étions dépendants du ravitaillement de l'extérieur. Tout à l'heure, répondant à une question de mon confrère, vous avez indiqué que vous étiez en mesure de reconnaître le style de M. Kyo Sampan dans le cadre des déclarations. Et vous avez donné des précisions à ce sujet. Je voudrais savoir sur un autre point que vous avez abordé avec Monsieur le coprocureur, toujours sur le thème des déclarations, en tout cas de ce que vous receviez dans le cadre de votre travail. Je voudrais des précisions sur ce point. Vous avez évoqué avec Monsieur le coprocureur, dans le cadre, alors cette fois-ci c'est après le 17 avril 1975, puisque vous évoquiez avec lui votre travail sur la revue L'étendard révolutionnaire. Et répondant à une de ces questions, vous aviez expliqué que vous avez pu reconnaître les annotations de Pol Pot sur des documents qui devaient être utilisés pour l'étendard révolutionnaire. Ma question est donc de savoir comment vous étiez en mesure de reconnaître les annotations de Pol Pot. Est-ce que vous connaissiez son écriture ? J'ai bien reconnu son écriture. Alors, quand on dit reconnaître, monsieur le témoin, ça veut dire qu'on a vu l'original au moins une fois. Je voudrais savoir dans quelles circonstances vous avez été amené à connaître l'écriture de Pol Pot. Comme je l'ai dit en parlant de mon travail à l'imprimerie, il y avait 3 services. J'étais responsable de la publication de magazines, mais il y avait une imprimerie pour les 3 services. Le magazine du Front et la revue révolutionnaire étaient imprimés dans cette imprimerie. Pour ce qui est du journal du Front, j'en étais responsable et Tchoum était responsable de l'étendard révolutionnaire. Normalement, chaque article portait un nom de code. Ce nom de code l'identifiait en tant que déclaration des dirigeants éditoriales ou d'autres types d'articles. Lorsqu'il s'agissait d'une déclaration de dirigeant, il n'y avait pas de numéro de code, il y avait simplement une annotation manuscrite du dirigeant en marge du texte. Et c'était facile à reconnaître, cela arrivait assez souvent, donc nous savions reconnaître les annotations et nous savions qui les avait écrites. Je vous remercie de ces précisions. Une dernière ligne de questions au sujet des déplacements que vous avez effectués et surtout des déplacements dont
vous avez parlé avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Je fais toujours référence au document E3/380 et cette fois-ci c'est en français la dernière page. Je pense que dans les autres langues ça doit être la même chose. ERN en français 00 485 434. ERN en khmer 00 357 201. Et ça va également sur l'autre page 00 357 202. Et en anglais 00 36 56 46. Je voudrais quelques précisions parce que, répondant tout à l'heure à mon confrère, et il me semble également à monsieur le coprocureur tout à l'heure, vous aviez indiqué que vous n'aviez vu monsieur Khieu Samphan qu'une seule fois avec le prince Sihanouk. Vous dites que vous ne l'avez rencontré qu'une seule fois. Or, dans votre déclaration que je vais vous citer, voilà ce que vous dites. En tout cas, voilà ce qui est noté sur la déclaration. C'est donc vers la fin du premier paragraphe. Vous dites « J'ai vu Khieu Samphan plusieurs fois quand il accompagnait Samdech Sihanouk dans ses pérégrinations à Kandal, à Takeo, à Kampong Cham, autour de Phnom Penh. » Ma question est donc de savoir, est-ce que vous avez bien dit cela aux enquêteurs des co-juges d'instruction? Et dans ces conditions, est-ce que vous pouvez clarifier à la Chambre ce que vous vouliez dire, puisque aujourd'hui, vous avez indiqué que vous ne les avez vus ensemble, en tout cas, qu'une seule fois. Permettez-moi d'apporter un éclaircissement. En fait, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai vu clairement qu'une seule fois. J'en entendais parler la plupart du temps de la part de mes camarades, mais je n'étais pas très sûre. La seule fois que je l'ai vu clairement, c'est lorsque je l'ai rencontré. Et quand mes camarades m'en parlaient, je n'y prêtais pas attention. Je savais que les dirigeants devaient se déplacer en secret et donc je n'y prêtais pas attention. Lorsque j'ai dit plusieurs fois, je faisais référence aux occasions dont mes collègues m'en parlaient, mais je ne l'ai vu moi-même qu'une seule fois. Lorsque j'ai dit plusieurs fois, je voulais dire que M. Khieu Samphan a pu se déplacer à plusieurs reprises avec Samdech Sihanouk. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez demander à M. Khieu Samphan. Et si je me suis trompée, vous pourrez toujours lui demander de préciser. Donc, par plusieurs fois, j'entendais cela, que mes collègues m'ont dit qu'il se déplaçait avec le prince Sihanouk. Mais moi-même, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Il accompagnait Samdech Sihanouk à bord d'une voiture et je l'ai vu de loin, de mes propres yeux. Mais si vous voulez vérifier ses propos, vous pouvez lui demander. Si M. Khieu Samphan dit que non, ce n'était pas le cas, je ne pourrai pas le contester. Mais c'est ce que j'ai vu moi-même à l'époque. Et à nouveau, donc, quand j'ai dit plusieurs fois,
je ne parlais pas du nombre de fois qu'il a accompagné Samdech Sihanouk. Je l'ai vu par hasard. Je ne connaissais pas son itinéraire quotidien. Je n'ai jamais été au courant de cela. Je l'ai vu par hasard. J'espère que c'est clair. Je vous remercie, monsieur le témoin. En fait, simplement pour vous expliquer ma démarche, le but est simplement de clarifier parce que nous avons des documents dans lesquels il y a certaines affirmations et comme c'est vous qui êtes la personne qui a été interrogée, c'est par vous que nous pouvons avoir des éclaircissements. Donc je vous remercie sur ce point. Vous avez donc expliqué que c'est par le biais de vos collègues que vous avez su, pour les autres fois, que M. Khieu Samphan accompagnait le prince Sihanouk aux alentours de Phnom Penh. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, en répondant aux questions de l'avocat des parties civiles, vous avez indiqué, et je vous cite à peu près parce que ce sont mes notes, que les dirigeants ne vous envoyaient, là, dans le cadre de vos reportages, vous parliez. Donc, vous disiez, les dirigeants ne nous envoyaient que dans les endroits où on avait assez à manger. Quand vous dites, première précision, quand vous dites les dirigeants, de qui parlez-vous? À qui faites-vous référence? Ici, par dirigeant, je fais référence aux dirigeants de l'autorité supérieure et l'autorité intermédiaire. Les cadres inférieurs étaient également des dirigeants à l'échelon intermédiaire. Nous parlions d'eux en tant que dirigeants. Les dirigeants, c'était ceux qui surveillaient les activités d'autres personnes. Très concrètement, dans votre cas à vous, lorsque l'on vous disait d'aller dans telle ou telle autre zone, quelle était la personne qui vous donnait les instructions? Pendant la période du Kampuchea démocratique, il n'y avait une seule personne, c'était Madame Yoon Yat. Seule elle me donnait les consignes. Et savez-vous avec précision de qui elle prenait elle-même ses instructions? Généralement, les permis de travail étaient octroyés par un autre ministère. Cela ne relevait pas de la responsabilité d'une autre. Dans la structure au sein d'un ministère, le chef du ministère pouvait octroyer une autorisation. Mais si on voulait se déplacer dans d'autres zones, il fallait obtenir l'autorisation du ministère qui octroyait ces laissez-passer et je devais obtenir l'autorisation de ce ministère. Je ne pouvais pas simplement demander l'autorisation de mon supérieur direct. Notre équipe de rédaction était une équipe à part qui avait de l'équipement. Nous étions une équipe gérée de façon plutôt autonome, séparée des autres, mais nous faisions partie du bureau K25, proche du bureau de la ministre. Normalement, lorsqu'on devait faire une demande, nous ne passions pas par le service, nous devions aller directement voir la ministre, mais notre chef de service savait également où on devait aller. Je vous remercie de ces précisions, mais ma question était de savoir, vous preniez vos ordres
de Madame Youniat, mais concrètement, est-ce que vous saviez de qui elle prenait ses ordres? Est-ce que vous le saviez? Si vous ne le savez pas, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je veux simplement savoir si vous le saviez. Je savais qu'il existait un ministère supérieur qui donnait les instructions, mais je n'étais pas au courant. Je ne savais simplement ce qui se passait au sein de mon ministère. Je savais comment s'organisait le travail au sein du ministère. Pour ce qui a de la direction aux échelons supérieurs, je n'étais pas au courant. Je vous remercie de ces précisions. Et pour être précise par rapport à la partie de la déclaration que je vous ai citée, vous avez parlé des déplacements qu'ont évoqués vos collègues de M. Kyo-Sampan avec le prince Sihanouk. Est-ce que Kandal, Takeo et Kampong Cham étaient des endroits où vous étiez vous-même autorisé à aller faire vos reportages? En fait, j'étais autorisée à aller couvrir des activités puisque notre ministère s'occupait du portefeuille propagande et éducation. Donc nous pouvions couvrir des histoires pendant un déplacement, mais il fallait d'abord obtenir l'autorisation de l'autorité supérieure. Ma question, monsieur le témoin, faisait écho à ce que vous aviez indiqué ce matin à ma consoeur des partis civils, oui, ce matin, où vous disiez, j'ai rapporté vos propos tout à l'heure, que les dirigeants ne vous envoyaient que dans les endroits où il y avait assez à manger. Donc ma question était de savoir si Kandal, Takeo, Kampong Cham faisaient partie de ces endroits. Mon sentiment personnel à cette époque était que il n'y avait pas de pénurie alimentaire dans aucune province du pays. Les gens avaient assez à manger. Moi, j'habitais à Phnom Penh à l'époque et j'ai rarement observé des pénuries de nourriture et j'ai donc présumé qu'il y avait assez à manger dans le pays. Lorsque j'ai appris plus tard qu'il y avait une grave pénurie, qu'il y avait de la famine, j'avais du mal à y croire. Et c'est pour cela que j'ai dit cela tout à l'heure. Mais par la suite, j'entendais parler à de nombreuses reprises du travail forcé, du manque de nourriture, de la faim. Mais moi, partout où j'allais, c'était pour des cérémonies d'inauguration de chantier. Et moi, je pensais que tout allait bien. Je n'aurais jamais pu imaginer que les gens avaient faim. Partout où je suis allée, j'ai vu que les gens avaient de quoi manger. Ils mangeaient à leur faim. Il y avait des légumes, du riz et de la viande, comme ce que je voyais à Phnom Penh. Donc à l'époque, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de problème de famine. Je me disais quand même qu'il n'y avait pas abondance de nourriture. Toujours, et ce sera mon dernier point en ce qui concerne votre travail de journaliste,
Dans le cadre de votre déclaration, et c'est toujours la même page, les mêmes références que j'ai données tout à l'heure, de E3 380, cette fois-ci c'est le début du paragraphe, vous avez indiqué pendant 3 ans que Sampan s'est occupé du transport des vivres en direction des différentes régions et zones. Tout à l'heure, en répondant aux questions de Monsieur le juge Lavergne, j'ai cru comprendre que c'était des éléments que vous aviez eus de tierces personnes. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont les personnes qui vous ont parlé des occupations de Monsieur Sampan en ce qui concerne le transport des vivres en direction des différentes régions et zones? Bien, j'avais un neveu qui travaillait soit avec Khieu Samphan, soit avec d'autres dirigeants. Certains membres de ma famille travaillaient au département des transports, donc ils savaient ce que M. Khieu Samphan avait à faire. Par exemple, s'il y avait des demandes de la part des régions, des secteurs ou des zones, eux étaient au courant. Par exemple, si la zone demandait des vêtements ou de la nourriture, eux étaient au courant. Et je l'ai appris de façon indirecte. En ce qui concerne Khieu Samphan, lorsque des demandes émanaient des zones, il s'organisait pour y répondre. Je ne le savais pas directement, je l'ai entendu de la part des autres. J'ai pensé que c'était la vérité, mais je ne l'ai pas vu directement. Mais j'ai su ces informations de sources fiables. Dès que de la nourriture devait être transportée, c'était eux qui préparaient les convois de camions transportant de la nourriture et des biens de première nécessité. Et nous voyions les véhicules et les camions qui transportaient ces articles. J'ai expliqué tout à l'heure que ces articles étaient transportés depuis Phnom Penh. J'ai dit qu'ils étaient soit livrés à destination, soit pas. Je sais qu'il y avait des raisons pour lesquelles certaines livraisons ne parvenaient pas à destination. Parce qu'à cette époque, on transportait de grands volumes d'articles, envoyait de nombreux camions, bien plus que ce que l'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les camions sont plus grands. Mais à l'époque, on voyait bien que ces articles étaient transportés à travers le pays. Et, monsieur le témoin, ma dernière question, puisque nous arrivons à la terme de cette journée d'audience, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des personnes qui vous ont parlé des activités de monsieur Khieu Samphan? Vous avez évoqué un neveu, est-ce que vous pouvez donner son nom? Mon neveu s'appelait Ol. Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir eu la patience de répondre à mes questions et j'en ai terminé de mon interrogatoire, monsieur le président. Le président. Merci, maître. Merci, monsieur le témoin. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. Les débats reprendront demain matin à 9 h. Demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition de M. Komwon. Celui-ci sera interrogé par la défense de Nuon Chea
et celle de Yengsari. Monsieur Kim Won, votre déposition n'est pas terminée. La Chambre souhaite vous entendre demain également. Huissier d'audience, en concertation avec l'unité d'appui, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour l'hébergement du témoin et faire en sorte que celui-ci soit de retour dans le prétoire demain pour 9 heures. Agent de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain pour 9 heures. L'audience est levée.